Monsieur Ghislain Bilodeau, merci de nous accorder cette entrevue. Est-ce que vous pouvez, en débutant, nous parler un petit peu, je sais que vous avez fait carrière au niveau des ressources humaines, particulièrement au niveau des relations de travail, mais est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu les grandes lignes de votre carrière? Avec plaisir. J'ai d'abord commencé ma carrière au centre d'accueil Berthollet en 1971 à titre d'éducateur. Et j'ai agi comme éducateur jusqu'en mai 1975, date à laquelle je suis devenu agent de gestion personnelle à la direction des ressources humaines. Et pour vivre par la suite quelques petites crises en l'espace de 6-7 mois et devenir chef du service des ressources humaines. Et après la négociation provinciale de 1981, je devenais directeur des ressources humaines au centre d'accueil, à ce moment-là, Cité des Prairies, puisqu'on avait changé de nom en 1977, pour des raisons que je pourrais vous invoquer un peu plus tard. Et finalement, lorsqu'il y a eu la fusion des 13 établissements pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre jeunesse de Montréal, après 20 ans, je suis devenu coordonnateur au niveau des relations de travail, santé, sécurité et administration des conditions de travail pour terminer ma carrière en juin 2007. Donc, retraité depuis 6 ans et demi. Depuis 6 ans et demi. Donc, quand vous avez commencé, non pas à Cité des Prairies, mais au centre Berthollet, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Quelle était la clientèle? Je pense qu'il y avait des garçons, il y avait des filles, c'était mix. En 1971, c'était seulement les garçons. De 12 à 18 ans, c'était, moi je vous dirais, un peu la poubelle du réseau. C'est-à-dire que partout où il y avait des jeunes trop difficiles à assumer, ils nous étaient référés automatiquement. Est-ce que c'est un terme qu'on employait? C'est un terme qu'on utilisait, réseau? poubelle du réseau. Et c'est un centre qu'on appelait un centre de bout de ligne. Donc, plusieurs tentatives de réadaptation, de rééducation avaient été tentées avaient été effectuées auprès de jeunes, mais ça ne fonctionnait pas ailleurs. Donc, on nous les envoyait, d'où poubelle. Et ce qui a fait d'ailleurs en sorte que, comme il n'y avait pas de programme comme tel, c'était carrément de l'occupationnel. Oh. Les éducateurs, moi, quand je suis arrivé, ont commencé à mettre en place des cours de premiers soins, des cours de conduite automobile, pour faire autre chose que des activités physiques, puis du sport et du sport. Est-ce que tous ces jeunes-là étaient judiciarisés, puis entre autres sous la loi des jeunes contrevenants? La majorité des jeunes étaient sous la loi des jeunes contrevenants, sauf évidemment les 12-14, où c'était la loi de la protection de la jeunesse. Puis je vous dirais qu'on était même un établissement qu'on appelait supra-régional, dans le sens que tous les jeunes en région, il n'y avait pas d'unité qu'on appelait sécuritaire. Donc, on transférait ces jeunes-là à Montréal. On avait des jeunes de l'Abitibi, des jeunes de l'Outaouais, des Est-ce que c'était le seul établissement qui avait cette vocation-là dans la province à ce moment-là? Qui avait une vocation de milieu sécuritaire. Vous avez parlé de crise, de plusieurs crises. À la suite de plusieurs crises, avez-vous dit, ça s'est transformé, ça a été changé pour le centre Cité des Prairies. Qu'est-ce que c'était que ces crises-là? C'était des crises syndicales, des crises avec la clientèle? Moi, je vais vous parler d'une que j'ai vécue comme éducateur. Oui. En février 1974, on voulait, puis les éducateurs voulaient de plus en plus qu'il y ait une programmation intelligente et intéressante, puis utile pour les jeunes. Et on parlait à l'époque d'avoir des unités à traitement individualisées. On parlait de se rapprocher davantage de la clientèle, les écouter plutôt que de faire du carcéral. Et en février, il y a déjà eu une manifestation où les éducateurs ont été, moi je dirais, porter le message à la direction, puis on voulait que ça change. Et suite à cette première activité syndicale-là, puis je vous disais qu'il y a eu des interventions de l'anti-émeute. Et ça a amené aussi le départ du directeur général, M. Jean Leblanc,
qui est devenu directeur des services administratifs et par la suite directeur général à l'hôpital Saint-Luc. Et son départ a fait en sorte que c'est le président du conseil d'administration de l'époque, un monsieur Marchand, qui lui avait décidé qu'il allait assumer l'intérim et en contrôlant pas mal tout, et même en fermant des services comme la buanderie, en donnant des contrats à des agences Pinkerton pour la surveillance des jeunes. Et tout ça a fait en sorte que le 22 novembre 1974, ça a été carrément une émeute qui s'est passée là, en fin de soirée, où des boyaux d'arrosage ont été coupés, le feu a été mis par des jeunes dans des matelas, dans 2 unités de vie. Et ça a amené l'intervention de la Sûreté du Québec, l'intervention de la police, l'intervention des pompiers. Pendant 5 semaines, les jeunes ont été, ceux qui sont restés à l'établissement, ont été assumés par la Sûreté du Québec et la majorité des jeunes ont été transférés dans des pénitenciers ou des prisons. Dans des pénitenciers ou des prisons? Même si c'était des mineurs? Oui. Oui. Et au retour, là, il y a eu une tutelle qui a été assumée par M. Roger Lepage, qui était le directeur général de l'Hôtel-Dieu à Québec. Et en décembre de la même année, 1974, après 5 semaines, le personnel est revenu au travail. Et ce retour au travail-là, évidemment, a été assez particulier, puisqu'il fallait aller rapatrier les jeunes qui avaient été transférés dans différentes institutions carcérales. Ce qui a été fait au retour des fêtes. Là, en janvier, on partait, 2, 3, 4 éducateurs, et on s'en allait dans les prisons, rencontrer les jeunes, voir comment ils allaient, comment ils se comportaient, puis on les rapatriait avec des surveillants ou des agents d'intervention à Cité des Prairies. Puis est-ce qu'à ce moment-là, vous avez changé ou mis sur pied une programmation? Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau des conditions de vie en général des jeunes, des bénéficiaires? Oui, bien d'abord, il fallait réorganiser tous les services. Ça avait été saccagé, là. Et il a fallu afficher l'ensemble des postes d'éducateurs, de refaire l'ensemble des services, donc s'organiser au niveau du personnel. Et suite à ça, on a embauché là, du personnel professionnel, des conseillers cliniques. C'est devenu davantage là, professionnalisé. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'était quoi la formation des éducateurs? Parce que là, vous dites on a engagé du personnel professionnel. Il y avait 2 secteurs, ça il faut le mentionner. Il y avait le secteur ouest et le secteur est. Le secteur ouest, c'est toute l'aile où on faisait de la réadaptation, entre guillemets. Et là, on retrouvait du personnel qui avait généralement une formation universitaire ou une formation de niveau collégial. Et les jeunes étaient là généralement pour plus de 6 mois. Et on avait tout le secteur est, où c'était carrément de la transition, l'accueil, où là, le personnel, je vous dirais, c'était plus... Il y avait une formation de niveau collégial, mais généralement, c'était un secondaire 5, fort. Et avec une entente avec le Cégep Marie-Victorin pour que ce personnel-là puisse poursuivre sa formation et aller obtenir le DECT en technique d'éducation spécialisée. Et ce secteur est-là était toujours considéré comme vraiment la poubelle. Et mais ça a amené une... Quand vous êtes en transition, cette clientèle, cette partie 0 à 30 jours. Qui était dirigée vers quoi? C'était soit relocalisé dans le secteur ouest ou transféré dans d'autres établissements ou retourné dans leur région. C'est un peu le rôle que jouait à l'époque Saint-Vallier, où les jeunes étaient placés en attente. Là. Mais là, on plaçait ces jeunes-là là, pendant 0 à 30 jours, en attente d'une décision pour les relocaliser. Si on passe à l'étape suivante, tout ça a conduit finalement à la création, on peut dire, de Cité des Prairies, de ce qui s'appelle, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est Cité des Prairies. Oui. C'est quoi la différence immédiate qu'on peut sentir à ce moment-là du passage de l'ancienne institution, Berthollet, au passage de la nouvelle institution Cité des Prairies? Qu'est-ce qui change?
Beaucoup de programmes de formation à l'interne pour le personnel. On met en place ce qu'on appelle des plans d'intervention. Donc, on suit davantage les jeunes. La mise en place d'équipes multidisciplinaires où les conseillers cliniques prennent... Un conseiller clinique est en charge d'une unité avec le personnel éducateur. Est-ce que c'est là-dedans que c'est inscrit un peu le personnel de Boscoville? Parce que je pense avoir vu et entendu assez souvent qu'au début de Cité des Prairies, il y avait, je ne sais pas si c'est sous forme de prêt, tout ça, mais il y avait intervention de personnel de Boscoville. Non? Vous avez été très mal informé, oui. Monsieur Dubuc. Non, il n'y a pas eu d'intervention de Boscoville. Au contraire, moi, je me rappelle d'une situation où on avait dû assumer une unité d'urgence, parce qu'il y avait beaucoup d'unités d'urgence. Ça débordait partout. Et comme on n'avait pas le personnel pour assumer ces jeunes-là, on avait demandé à Boscoville s'il y avait du personnel qui peut venir assumer cette unité-là. C'est à ça que je faisais référence. Et ça n'a pas duré longtemps. J'ai beaucoup de respect pour les gens de Boscoville de l'époque, mais qu'on appelait d'ailleurs le collège classique. Ils trouvaient que la clientèle était un petit peu difficile, élevée à assumer. Okay. Mais quand vous parlez de professionnalisation à ce moment-là du personnel, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir peut-être plus de diplômés en criminologie? Parce que je pense que c'est une caractéristique du personnel de Cité des Prairies, c'est qu'on y retrouve là encore, non. Moi, je vous dirais, il y a beaucoup de psychoéducation, beaucoup de criminologie, oui, effectivement. Mais c'est là qu'on commence à développer différentes approches. Bon, évidemment, l'approche psychoéducative, l'approche thérapie-réalité. Il y avait différentes expériences qui se faisaient dans chacune des unités. Mais oui, on devient de plus en plus professionnel dans l'intervention auprès des adolescents. Puis on retrouve comme effet dans la programmation, qu'est-ce qui change à ce moment-là? D'abord, on installe le programme scolaire, où là, il y a une entente avec le ministère de l'Éducation. Et il y a un personnel enseignant de la Commission scolaire de Montréal. Moi, je dirais à peu près une trentaine de personnes. Donc, des programmes académiques adaptés aux jeunes. Il y a eu l'implantation aussi de ce qu'on appelait des plateaux d'initiation aux habitudes de travail. On avait des ateliers de travail en soudure, en rembourrage, des plateaux de coupe de bois, où on initiait les jeunes à certaines habitudes de travail pour avoir la facilité à se replacer lorsqu'ils sortiraient de l'établissement. Il y avait beaucoup de programmes d'intervention où les réinsertions sociales. On a mis en place des foyers de groupe. On a mis en place tout un service de réinsertion sociale où les jeunes étaient suivis dans le milieu. Alors, beaucoup plus centralisé sur l'intervention auprès du jeune, tout en ayant aussi une intervention de groupe, mais qui était harmonisée, qui était organisée, qui était structurée, avec des approches de réadaptation qui pouvaient varier d'une unité à l'autre. Mais généralement, l'objectif était toujours le même, c'est on se centre sur le jeune, sur ses forces, on travaille ses limites et on l'amène à retourner dans la société, puis se sentir un peu plus valorisé, puis avoir sa place. Quand on parle, donc, tantôt on parlait de la vocation régionale, disiez-vous, puis dans le fond, c'était provincial. Quand on parlait de cette vocation-là pour Berthollet, j'imagine que ça reste la même chose pour Cité des Prairies. Ça doit avoir une vocation supra-régionale. Oui, mais je ne pourrais pas vous dire jusqu'en quelle année où ce statut-là c'est comme effacé, estompé, parce que dans les régions, on a aussi mis en place des unités dites sécuritaires. Donc, il y avait beaucoup moins de jeunes qui nous provenaient de différentes régions. Mais à quelle période, là, je ne pourrais pas vous le situer. Puis je reprends votre expression un peu dure du début, là, où vous disiez que Berthollet était un peu comme souvent considéré comme la poubelle du réseau. Quand vous arrivez avec le nouveau contexte, avec la nouvelle Cité des Prairies,
qui est la clientèle? Est-ce que c'est encore la clientèle dont les autres centres ne peuvent pas s'occuper ou trop difficile? Ou là, c'est vraiment plus une vocation à la suite d'une intervention judiciaire, disons? Bon, à partir, d'abord, il y avait plus de 12 ans à 14 ans. La clientèle, c'était seulement de 14 à 18 ans, je dirais au début des années 80. Là. Et c'était une clientèle essentiellement PJ, protection de la jeunesse, et on avait, je pense, c'est 4 ou 5 unités où c'était LJC à l'époque, les jeunes contrevenants. On avait 2 unités aussi à contrat avec Batcha, donc le centre anglophone, la clientèle anglophone, qui, elle, était davantage PJ. Et on avait aussi 2 unités contractuelles avec Rive-Sud-Montérégie, où là, c'était une clientèle PJ aussi. Mais en réponse à votre question... Qu'est-ce qui faisait qu'un jeune qui était en PJ ou en protection, qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui est en protection s'en va dans un centre fermé comme c'est une question de comportement? C'est ce qu'on nous disait. Bien, moi, à l'époque, je n'étais plus impliqué au niveau de la réadaptation, mais ce que je pourrais vous dire, c'est, ce que j'en comprends, c'est que les jeunes qui étaient référés avaient besoin d'un encadrement beaucoup plus physique, là, beaucoup plus serré que dans des établissements qu'on dit ouverts. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu un suivi de ces interventions-là? Tantôt, vous nous parliez d'initiation sur des plateaux de travail, des programmes de réinsertion, en passant par les foyers de groupe, tout ça. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a comme un suivi, disons, statistique sur ce qu'il advient, ce qui est advenu de cette clientèle-là? Si on peut parler de taux de réussite, ou au contraire de récidive? Là, je ne veux pas dire de conneries, là, mais à ma connaissance, moi, je pense que le taux de récidive était beaucoup moins important à partir du moment où on a mis en place ces programmes-là. Les jeunes, ce qu'on disait souvent, c'est qu'il y a au moins un jeune sur 4 où on réussissait là, à le rendre vraiment autonome et fonctionnel dans la société. Mais ceci dit, là, moi, je prétends pas... répondre adéquatement à votre question. C'est tout ce que je vous demandais. Si on revient plus à votre travail spécifique, à ce moment-là, là, vous êtes aux ressources humaines, vous occupez des relations de travail, tout ça. Alors, comment ça se passe dans cette nouvelle Cité des Prairies? Comment vous qualifieriez l'administration, la nouvelle administration d'un centre comme celui-là? Comment ça se passe? Moi, ce que j'ai vécu, c'est une administration, même si l'administration était quand même ouverte là, sur le plan professionnel, sur le plan des approches cliniques au niveau des jeunes. On est même devenu, à un moment donné, on a été certifié là, par l'American Correctional Association, parce qu'au Québec, il n'y avait pas... on parle d'agrément aujourd'hui. De certification. Mais il n'y avait pas ça pour les établissements comme le nôtre. Et on s'était fait accréditer comme quoi c'était un établissement quand même qui offrait des services de qualité à la clientèle, des services de pointe aussi à la clientèle. Mais je vous dirais qu'en même temps, c'est une administration qui était très contrôlante, où les chefs avaient beaucoup de reddition de comptes. C'était pas là, tu faisais pas toujours ce que tu voulais. C'était vraiment bien encadré et bien contrôlé. Mais c'était quand même aussi une administration qui était aussi ouverte à la créativité, à l'originalité ou à des projets nouveaux qui pouvaient être soumis par le personnel. Mais ceci dit, c'était très, très encadré. Et ça l'a permis, si je ne me trompe pas, un rayonnement de Cité des Prairies dans le domaine de la délinquance des jeunes contrevenants. Moi, j'en suis persuadé. Puis je regarde quand il y a eu la création du Centre jeunesse de Montréal, beaucoup de personnel de Cité des Prairies, on disait Cité des Prairies, c'est bien, ils sont à part, Cité des Prairies, c'est rigide, Cité des Prairies, Cité des Prairies, c'était comme un peu le mouton noir des 13 établissements. Moi, ce que j'entendais, puis ce que je voyais de ma lunette aux ressources humaines. Et pour se rendre compte que beaucoup de membres du personnel de Cité des Prairies sont devenus des intervenants importants
Et ça n'exclut pas les autres, là. Mais dans le réseau, autant des intervenants de terrain qui sont sortis de Cité des Prairies pour aller mettre en place leur expertise sur le terrain. Et on l'a retrouvé aussi au niveau de l'administration. Il y a beaucoup de chefs de service ou de directeurs qui ont occupé ou qui occupent encore des postes, moi je dirais, importants ou d'influence dans l'organisation du Centre jeunesse de Montréal. Et comment s'est faite là, vous étiez là, vous avez fait les deux, comment s'est fait la transition entre ce centre-là, que vous décrivez comme étant perçu de l'extérieur, comme à part, tout ça, avec la création des centres jeunesse, particulièrement du Centre jeunesse de Montréal, donc ça devient un des ex-établissements. Alors comment ça s'est passé, cette transition-là? Le centre continue à exister comme entité. Il fait partie du Centre jeunesse de Montréal, mais on le connaît encore là, comme une entité. Là. Ça a été très long. C'était un milieu fermé et ça a été très... moi, je dirais que l'ensemble du personnel était très résistant et réticent à intégrer le nouvel établissement. Et ça s'est senti d'ailleurs par... moi, je regarde même au niveau de la DRH, on essayait de rester à Cité des Prairies, puis on ne croyait pas à ce regroupement-là. Puis on se voyait vraiment là, à part, avec un statut particulier. C'était le seul centre qui avait une vocation supra-régionale, c'était le seul centre qui était sécuritaire. Puis on avait la prétention d'avoir les meilleurs programmes, on était les meilleurs. Et d'autres se disaient la même chose. Sûrement. Chacun avait sa petite culture, chacun avait ses façons de faire. Puis moi, je pense que il y a quand même eu, après cette période de résistance-là, je pense que son personnel a réussi à dépasser ça, puis à embarquer dans la nouvelle philosophie, dans la nouvelle organisation. Ça a été peut-être payant d'être résistant et réticent, ça a été peut-être coûteux pour l'organisation pendant un certain nombre d'années, mais en bout de ligne, moi je pense que ça a été une richesse puis un apport important pour l'organisation actuelle. J'aime toujours, en terminant un peu nos entretiens, demander à notre invité, dans votre carrière, de quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Est-ce qu'il y a une réalisation ou des réalisations là, que vous vous attribuez et dont vous êtes fier? Moi, il y en a deux. La première, je vous dirais, c'est au niveau comme dans mes fonctions, au niveau des relations de travail, c'est, je pense, puis je ne suis pas tout seul là-dedans, mais d'avoir été une personne qui a toujours passé le message à l'organisation que les représentants syndicaux, ce n'est pas des ennemis, c'est des partenaires. Tu peux avoir le goût, des fois, de les crucifier, mais ils peuvent avoir le goût aussi, toi, de te crucifier. Puis je pense que c'est un peu comme un mariage. Hein. On peut divorcer bien vite, comme si chacun il trouve son compte, chacun est un peu gagnant-gagnant dans ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est ça, moi, en tout cas, je pense avoir réussi à passer le message, puis à faire en sorte que les représentants syndicaux se sont sentis des partenaires. Ça a pris du temps, mais je pense que ça, je suis un peu fier de ça. L'autre, moi, le personnel, c'est une valeur, tu sais, on disait souvent, c'est la plus grande richesse. C'est beau dans le discours, facile. Plusieurs tiennent ce discours-là, mais on ne le démontre pas beaucoup dans le quotidien. Je ne suis pas tout seul non plus là-dedans, mais je suis un de ceux, je pense, qui a fait en sorte qu'on mette tout en place pour reconnaître le personnel, reconnaître ses valeurs, puis reconnaître sa richesse. Et ça, quel que soit le type d'intervenant. Autant le cuisinier que le préposé à l'entretien ménager, que l'éducateur, que le travailleur social, nommez-les tous, c'est tous des humains, puis je pense qu'il faut les reconnaître. Et on a mis en place un programme de reconnaissance qui vaut ce qu'il vaut, mais pour moi, c'est important comme réalisation. Mais comme j'ai dit, je n'étais pas tout seul là-dedans. J'étais un des acteurs qui a contribué pas mal. Monsieur Ghislain Bilodeau, je vous remercie énormément pour l'entretien que vous nous avez accordé ce matin. Bien, ce fut un plaisir, M. Dubé.